m'appelle Régis Lavis, je travaille à NJ Digital et je suis en charge de l'expérience collaborateur, donc de tout ce qu'on fait pour remettre les collaborateurs au centre des solutions qu'on veut développer pour eux. Peut-être avant de rentrer dans le sujet, j'ai trois petites questions pour vous. Ce matin, parmi vous, levez la main si vous avez d'abord interagi avec un device, un smartphone, une tablette, que sais-je, avant d'interagir avec un être humain. Ok, donc on va dire la moitié de la salle à peu près. Ok. De la même manière, levez la main si vous considérez que vous recevez trop d'informations, c'est-à-dire trop de mails, trop d'SMS, trop de WhatsApp, trop de Facebook Messenger, trop de DM Twitter, trop de LinkedIn Message, j'en sais rien. Trop, voilà, vous avez trop de sollicitations, trop de choses qui vous arrivent au quotidien, plus que vous êtes capable de traiter. Levez la main. Ok. Donc on a, ouais, peut-être là, on commence à la 2/3 du truc. Ok, donc c'est de ces sujets-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de décortiquer un peu plus ce que c'est que l'infobésité et l'hyperconnexion, juste un petit message préventif de précaution. Il ne s'agit pas pour moi d'être anti-digital, de regretter les temps glorieux passés, de revenir au moment où on n'avait pas de smartphone et dire que c'était mieux avant. Enfin, voilà, c'est vraiment pas du tout le sujet. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle NJ Digital. On est là pour promouvoir le digital et la transformation numérique. Donc, hein, je suis pas dans une logique nostalgique, passéiste. Voilà, c'est pas le propos. L'idée, c'est plutôt de se dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, il y a des nouvelles choses qui sont possibles, il y a plein de trucs super, et le digital apporte plein de trucs super, mais il y a aussi des nouveaux risques auxquels on n'était pas forcément préparé et que la technologie a créé. Okay, quand on a créé l'aviation, on a créé les crashs. Voilà. Donc c'est très bien de pouvoir voyager jusqu'à San Francisco en avion, c'est super, il faut continuer à en bénéficier. Si on pouvait travailler pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de crash, c'est un peu mieux. Donc ok, dans la suite, j'ai beaucoup parlé de risques ou de problèmes, etc. C'est pas pour nier tous les trucs super que le digital permet et qui n'étaient pas possibles avant. Hein, ok. Donc peut-être trois chiffres qui illustrent aussi vraiment ce que c'est que l'infobésité et l'hyperconnexion, issus de différentes études. Le premier, c'est une étude américaine qui met en évidence qu'il y a certains Américains qui checkent leur smartphone toutes les 12 minutes en moyenne. Ok, donc, voilà, toutes les 12 minutes en moyenne, on peut se dire, mais est-ce que à chaque fois qu'ils regardent leur téléphone pour aller chercher quelque chose dedans, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des actes qui sont un peu compulsifs, quoi, et qui sont peut-être même plus conscients? Une autre étude, qui est en France, là pour le coup, d'Adobe, qui mettait en évidence qu'il y avait certains Français qui passaient l'équivalent de 99 jours par an sur leur mail. Donc là, on est plutôt sur la notion, tout à l'heure j'étais sur l'hyperconnexion, là on est plutôt sur l'infobésité. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir autant de messages à traiter, à recevoir, envoyer? Okay. Et puis, alors, une autre stat que je trouve amusante, aux États-Unis de nouveau, il y a 60% de personnes qui déclarent ressentir une forme de stress quand leur téléphone est inaccessible. Donc sans batterie, sans réseau, j'en sais rien, ou pas dans la pièce. Et voilà, 60% de personnes qui disent ça, c'est stressant. Donc on est devenu complètement intimement dépendant, enfin en tout cas ces 60%-là, complètement intimement dépendants de leur excroissance numérique. Ok ? Donc voilà de quoi on parle quand on parle d'infobésité et hyperconnexion. Et donc, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas complètement nouvelles, mais qui ont été beaucoup accélérées dans les 10 dernières années, ce que tu évoquais, Xavier. Et on voit qu'il y a beaucoup de phénomènes qui expliquent cette tendance de fond. Il y a une tendance au sein des organisations, de plus en plus, effectivement, d'équipes projets, agiles. Tout ce que tu décrivais, Romain, aussi, on travaille depuis plusieurs sites, on ne travaille pas ensemble. Forcément, ça veut dire que on passe globalement d'une entreprise qui était très hiérarchisée, silotée. La notion de silo, elle dit bien ce que ça veut dire aussi, c'est-à-dire que l'information ne circule pas forcément, à des entreprises qui sont beaucoup plus sur des communautés, des squads, des tribes, etc. Des choses qui sont beaucoup plus transverses, beaucoup plus multidisciplinaires. Et ce que Cyril nous présentait tout à l'heure vis-à-vis de ce qui est en œuvre à Daveo, reflète ça aussi. Et donc forcément, dans ces organisations qui sont beaucoup
plus protéiforme, on va dire, beaucoup plus sur des réseaux. Il y a beaucoup plus d'infos qui circulent dans tous les sens. Donc ça incite, ça amène des flux d'informations de plus en plus importants à traiter pour les employés, pour les collaborateurs. Et puis, si on a vraiment un regard très, très large, très externe, il y a toujours plus de personnes connectées à Internet, on crée toujours plus de data. Vous avez en tête les courbes de création des volumes de données qui sont exponentielles vers le haut. Et donc voilà, mon point là, c'est de dire que la tendance de fond, on va toujours être plus submergé, sursollicité par toujours plus d'infos. Ça ne va pas s'arrêter tout seul naturellement, et donc c'est bien à nous quelque part de prendre en charge ces questions-là, parce que la solution, le robinet ne va pas se fermer tout seul. Okay. Et alors tout ça, ça a plein d'impacts. Est-ce que vous avez déjà rencontré des zombies? Dit comme ça, non. Zombies, c'est une contraction de smartphone et de zombie. Donc là, peut-être que vous voyez déjà un peu plus de qui il s'agit. Vous savez, c'est des gens qui sont dans la rue et qui sont comme ça, et qui ne se rendent pas compte qu'ils vont traverser une rue alors que ce n'est pas le moment pour eux de traverser les rues, il y a des voitures, ou qui vont rentrer dans des gens, etc. Donc ça, c'est un des premiers effets qui peut être anecdotique mais intéressant. Quand j'ai des slides, je peux montrer des slides notamment au Danemark où ils ont mis des bandes lumineuses dans le sol qui passent au rouge quand on est en train de traverser une rue, parce que sinon, en fait, les gens se mettent à traverser et se font shooter par des bagnoles. Ok, donc ça c'est un peu anecdotique. Mais au-delà de cet aspect anecdotique, en fait, cette surcharge digitale, elle a plein d'effets. Elle a des effets sur la santé, notamment parce que ça a des effets sur le sommeil. Plus de temps on passe sur les écrans, plus on a tendance à retarder notre sommeil, plus on va avoir un sommeil qui peut être aussi un peu perturbé, et on sait que le sommeil, ça conditionne plein de choses derrière. Donc ça a plein d'effets sur la santé. Je prends l'exemple du sommeil, mais c'est un effet parmi d'autres. Ça a plein d'effets aussi sur le travail, la productivité. Quand on est constamment interrompu, ou qu'on regarde son smartphone toutes les 12 minutes, on est moins concentré sur les tâches de fond, et on est moins productif sur ces tâches de fond, évidemment. Et puis ça a plein d'effets sur, j'ai envie de dire, les relations. Encore un petit acronyme, le phubbing, contraction de phone et snobbing. Ça, vous avez sûrement aussi vécu ça. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et puis il y a un petit ding, et puis il sort son téléphone, et puis du coup, il est en interaction avec son téléphone, et je suis à côté de lui, et je n'existe plus. Et je me fais donc snobber par quelqu'un qui a été sollicité comme ça par son device. Et cette tendance-là, enfin ce phénomène-là, il a un petit effet pervers, c'est qu'il est contagieux. Je suis planté comme une andouille à côté de quelqu'un qui a été interrompu par son device. Je ne sais pas quoi faire, donc je sors mon device et je regarde moi-même. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve. Vous avez sûrement vu des photos où vous avez vu sur les terrasses de bar des rangées de personnes qui sont ensemble sans être ensemble, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire, ça a des effets sur la santé, ça a des effets sur la productivité, ça a des effets sur les relations, ça a des effets donc sur le travail. Ça a plein d'effets aussi sur la vie perso, mais moi je m'intéresse au contexte du travail. Et donc c'est important de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces sujets-là pour progresser ensemble. Et du coup, en fait, en y réfléchissant, au départ, je me suis dit, quand on m'a confié ce sujet-là, je me suis dit, waouh, ok. Les chartes des mails, c'est quand même pas un truc super nouveau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer d'intéressant sur une approche comme celle-là? Et je me suis dit, en fait, il y a un peu deux défis quelque part à relever. Un premier défi qui est autour de... il faut comprendre les sujets, et puis au-delà de les avoir compris, il faut pouvoir changer les pratiques. Puis un deuxième sujet qui est comment est-ce qu'on agit au niveau à la fois individuel et au niveau collectif. Alors, je viens sur le premier sujet. Donc comment est-ce qu'on prend mieux conscience de ces sujets-là et comment est-ce qu'on passe à l'action? Déjà, en fait, on comprend très bien maintenant comment on peut créer des produits, et notamment des applications digitales, qui vont générer des habitudes. Je ne parle pas d'addiction, enfin, il peut y avoir dans des cas extrêmes des addictions. Les addictions, c'est toujours mauvais et c'est voilà, subi. Mais ne serait-ce que des habitudes, c'est-à-dire des choses, des usages récurrents d'une solution ou d'un produit. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, maintenant, il y a des méthodes qui s'enseignent. À Stanford, c'est une discipline à part entière où on apprend comment on crée des solutions digitales qui vont générer des habitudes chez les utilisateurs. Et donc, toutes les solutions qu'on utilise tous utilisent ces méthodes-là. Et ça explique pourquoi on est aussi tellement attiré par les mails, par Twitter, par Facebook, par que sais-je. Voilà. Je vais prendre 2-3 exemples, parce que là c'est un peu théorique, mais 2-3 exemples qui peuvent illustrer ça.
Un exemple, c'est faire mon péteux, alors que je ne suis pas du tout un expert en cognition, mais voilà, ça utilise beaucoup les dernières compréhensions du fonctionnement du cerveau et de la cognition, et notamment un élément clé qui s'appelle le circuit de la récompense, et qui s'appuie sur la sécrétion de dopamine. Donc ok, normalement là je vous ai tous perdus. Donc l'idée, pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, à chaque fois qu'on a en fait une satisfaction, et que ça peut être aussi bien sur des besoins physiologiques, alimentaires, etc., que je check un truc dans ma to-do list, ou je reçois un like parce que j'ai posté un truc sur Facebook ou sur Twitter. À chaque fois qu'on a ce type de satisfaction-là, on a donc un petit shoot de dopamine qui est sécrété dans notre corps. Et ce circuit de la récompense, il est là pour nous encourager à reproduire des comportements qui produisent cette petite satisfaction. Donc il est aussi impliqué dans des cas extrêmes sur tout ce qui est addictif et tout ce qui est addiction et dans tout ce qui est dépendance. Et donc quelque part, il y a les mêmes ressorts sous-jacents entre l'addiction au jeu, l'addiction sur certaines solutions digitales, et puis je check ma to-do list, je check mon mail, et puis même peut-être j'ai tendance à un peu trop profiter des sucreries ou de la junk food. Ok, donc voilà, et donc beaucoup de solutions digitales utilisent comme ça la plus fine compréhension qu'on a du fonctionnement de notre cerveau. Ok, je vais essayer de revenir sur des trucs un peu plus terre à terre. On va parler de multitasking un petit peu, 2 secondes. Qui parmi vous est un bon multitasker, capable de faire 2 choses ou plus en même temps, voilà, qui se considère bon à ça? Voilà. Oui, pareil, levez la main, excusez-moi, j'ai pas donné de totalité. Ok, donc on est entre, je sais pas, un tiers et la moitié de la salle. Ok. Je vous propose un petit exercice. Alors ça va être un petit exercice silencieux. Je vais vous demander dans votre tête de continuer la suite. 1A, 2B, 3C, 4D. Vous voyez l'idée? Donc moi je vais rester silencieux pendant quelques instants, et dans votre tête vous faites cette démarche de compter et de continuer la suite. Ok? C'est parti. Ok, stop. Alors, rappelez-vous de là où vous en êtes arrivé. Okay. Qui parmi vous est arrivé à 26Z? Oh, yes. 1. Ok. T'as commencé par 26Z. Ah ouais, mais en même temps, le 26Z, c'est pas le plus dur à trouver. Voilà. Qui est arrivé à 20? Oh là là, je sais plus. 20. Comment? 20U. Ok. Qui? 24X. Ok. Bah donc t'es arrivé à 20U. Voilà. Ok. Ouais, je donne des seuils. Qui est arrivé à peu près à 15? Ok, donc là, en tout, peut-être on est arrivé à la moitié de la salle, on va dire, grosso modo. Bon, le temps pendant lequel je suis resté silencieux, en fait, ce que j'ai fait, j'ai compté de 1 à 26 et j'ai éplé de A à Z. Donc en fait, vous avez fait, vous, les 2 tâches cognitives combinées, quand moi, je les ai fait en séquence. Okay, donc vous avez multitaské quand moi, je n'ai pas multitaské. Je ne pense pas que je compte beaucoup plus vite que vous ou que j'épelle beaucoup plus vite que vous. Et donc en fait, là, ce que ça met en évidence, c'est que même pour des tâches cognitives qui ne sont pas dingues, hein, enfin, voilà, je n'ai pas l'impression de vous avoir fait un challenge non plus monstrueux. En fait, le cerveau, il a du mal à faire 2 trucs en même temps. Mais c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Donc je suis confus, j'ai pas vu si là, dans les mains qui se levaient, il y avait une différence entre les jupes et les pantalons. Mais donc voilà, c'est juste pour illustrer effectivement que, par exemple, cette notion de multitasking, c'est un mythe. Le cerveau n'est pas capable de multitasker. Le cerveau, il a besoin de faire des choses qui sont en séquence. Il a besoin de ne pas être interrompu. C'est-à-dire, si en plus, au milieu du truc, j'étais venu vous raconter une blague en disant « Ah, il vous reste plus que 4 secondes », ça aurait aussi été beaucoup plus compliqué pour vous. Là, autour de cet exercice, ce que je veux mettre aussi en évidence, c'est donc qu'on peut apprendre et on peut comprendre tous les ressorts qui font qu'on peut être victime, le mot est un peu fort, mais ce qui se passe quand on est victime effectivement d'infobésité ou d'hyperconnexion. Hein. Ok. Donc ça, c'était dans la première idée de le premier défi que j'évoquais tout à l'heure. Il faut déjà comprendre un peu ce qui se passe. Mais comprendre, c'est pas suffisant, parce que je pense qu'on a tous compris qu'il faudrait qu'on fasse plus de sport, qu'on arrête de fumer, qu'on mange moins de sucreries. Enfin, j'en sais rien. Après, chacun a son vice et je veux pas
connaître tous vos vices. Je connais les miens, j'essaie de gérer les miens déjà. Mais donc, mon point est là, est de dire, en fait, ça demande un effort de passer de l'étape de j'ai compris le problème, j'ai compris pourquoi, entre guillemets, je suis malade ou pourquoi j'ai un problème, à je change mon comportement pour adopter une nouvelle pratique, on va dire. Et du coup, en partant de ce constat-là, le pari qu'on a fait, c'est de dire, en fait, il faut qu'on implique les gens. Ça ne va pas être suffisant de leur expliquer, de leur mettre une nouvelle charte et puis de la diffuser par mail à tout le monde pour l'expliquer qu'il faut qu'ils envoient moins de mails. Ça a évidemment beaucoup de limites. Et si on veut qu'ils changent leur pratique et qu'ils ne se contentent pas de recevoir une leçon de plus mais qui ne change rien dans la réalité, ben en fait on a fait une démarche très participative et on a recruté beaucoup de volontaires, donc de personnes qui on va dire, étaient concernés par le sujet de l'infobésité et de l'hyperconnexion et qui avaient envie, avec nous, d'apprendre à ce sujet-là, qui avaient envie d'imaginer des nouvelles pratiques, des nouvelles solutions et de les diffuser. Donc on a une approche qui est vraiment très virale du coup. Et dans une deuxième étape, on aura une approche plus institutionnelle avec des événements et des coms un peu plus larges. Quelque part, on est en train presque d'ouvrir le bal avec ce talk aujourd'hui. Mais dans une première approche, voilà, on a été très viral pour ça. Donc c'était comment est-ce que du coup on s'entraîne un peu, l'image aussi c'est le jogging du dimanche matin, si on est deux à y aller, on a plus de chances de le faire vraiment que si on est tout seul où on a quand même toujours mieux à faire que de se lever pour aller transpirer dehors. Ok, donc ça c'est le premier défi, comment est-ce qu'on comprend mieux le sujet et comment on passe à l'action. Le deuxième défi c'était de dire qu'il faut travailler à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Là l'image qui est utilisée c'est de dire on est dans les embouteillages dans une voiture, et on est tous évidemment très en colère contre tous ces autres pollueurs qui sont tous tout seuls dans leur voiture, etc. et qui nous ralentissent et qui font qu'on va mettre 2 heures à faire le trajet qu'on pourrait faire en 20 minutes. Et donc on est victime de la situation. Mais évidemment, tout de suite, on se dit, ok, je suis victime, mais je suis aussi une partie du problème. Si moi, je n'étais pas dans ma voiture, je ne serais pas bloqué dans l'embouteillage. Et puis, il y aurait moins de circulation sur la route. Et donc, c'est ce déclic-là aussi qu'on cherche à produire. Et puis, dans ce déclic-là, il y a cette idée de, il faut agir, donc bien sûr, au niveau individuel, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut commencer par soi-même, il faut arrêter de dire que c'est la faute du chef ou que c'est la faute du client ou que c'est la faute des collègues. Ça commence par moi, il faut d'abord que je change ma façon de procéder. Et peut-être que il faut que j'arrête de me réveiller avec mon smartphone parce que sinon je vais tout de suite plonger dans les mails dès mon heure de réveil, par exemple. Mais ça ne suffit pas de travailler sur les pratiques individuelles, il faut aussi travailler sur les pratiques de groupe. Et donc là, on a toute une démarche aussi, avec des workshops où on prend une équipe, donc je sais pas, 10, 15, 20 personnes, et on les met dans une bulle déconnectée pendant une journée, et on les fait travailler sur leurs pratiques. Comment est-ce qu'ils sont connectés ou pas, comment est-ce qu'ils sont victimes d'infobésité ou pas. Et donc on les aide à imaginer des nouvelles solutions qui du coup vont être complètement focalisées sur ce que eux vivent et ce qui leur pose problème à eux. Ça c'est hyper important parce que si je suis dans une équipe disons par exemple de communication et que je gère des fils Twitter, des fils LinkedIn et tous les réseaux sociaux toute la journée, c'est normal que je sois constamment connecté. Enfin, je veux dire, c'est mon job, ce serait idiot de dire il faut se protéger de ces flux d'informations là. Non, il faut être ultra connecté, il faut être hyper réactif. Si je suis dans un contexte, je sais pas, d'exploitation d'un réseau de gaz, la chose va être différente. Il y a des moments où il va falloir que je préserve ma capacité à rester focalisé. Si je suis dans une équipe digitale en train de travailler sur mon prochain MVP, bah, il y a peut-être des séquences de créativité sur lesquelles il faut absolument qu'on se préserve parce que c'est pas en étant interrompu par des dings et des dongs et des bzzz qu'on va réussir à être ensemble créatif. Okay, donc cette idée de workshop est vraiment focalisée sur la situation d'une équipe. Il n'y a pas de solution, on va dire, miracle universel. C'est vraiment voilà, complètement imprégné dans l'équipe. Et donc, et puis je vais bientôt conclure. Voilà. Top. Ouais. Voilà, c'est sans parler, le geste aussi est une forme de communication. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a toute une série d'actions. On a 7 actions qui sont en cours, qui sont donc complètement co-construites avec une communauté qu'on a recrutée de manière complètement virale pour travailler avec nous sur ces sujets-là. Vous voyez qu'on n'est pas sur des sujets qui sont très techniques. On ne développe pas d'appli, par exemple. On est vraiment sur comment est-ce qu'on comprend ces différents sujets, ces différentes composantes, comment est-ce qu'on imagine des meilleures pratiques et comment est-ce qu'on les diffuse et comment est-ce qu'on les améliore au fur et à mesure qu'on a des itérations. Et donc on va travailler aussi bien sur l'usage du mail, l'usage de tous les outils digitaux. On travaille aussi beaucoup sur des sujets qui ne sont pas forcément très nouveaux, mais comment est-ce qu'on organise des réunions plus efficaces
où on va peut-être passer moins de temps à faire nos mails en même temps qu'on fait la réunion, parce que si vous avez souvenir du multitasking de tout à l'heure, c'est pas la meilleure façon ni de faire les mails ni de faire la réunion. Et puis on va travailler donc sur les pratiques collaboratives au sein des équipes. Ok, je m'arrête là.